Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour le numéro 182 du Menu Crowdfunding, l'émission hebdomadaire dans laquelle je passe en revue l'essentiel des nouveaux projets de financement participatif de jeux de société sur GameFound, sur Kickstarter, sur BackerKit de temps à autre, mais également sur Ulule quand il y a des projets dessus aussi. Et du coup, après une semaine assez convaincante, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de projets intéressants la semaine dernière, on repart sur une semaine plutôt cool aussi. Alors, quantitativement, il n'y a pas tant de projets que ça cette semaine, la semaine dernière non plus d'ailleurs, mais en revanche, qualitativement, on va dire, ou à minima, en termes d'intérêt pur, pour les campagnes qui se lancent très récemment, il y a du matos, il y a de quoi parler un petit peu. Et cette semaine encore, on aura je crois 4 desserts. Hein, vous le savez si vous suivez depuis quelques temps déjà, le menu crowdfunding c'est toujours entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt, objectivo-subjectif, pour les campagnes. Cette semaine donc encore une fois, hein, je l'ai dit, 4 desserts, mais ce qui ne veut pas dire que quantitativement on aura beaucoup de campagnes. On repart sur un truc aux alentours de 12, 14 campagnes, quelque chose comme ça. Donc ça devrait quand même aller relativement vite, d'autant plus que dans les projets les plus intéressants, il y a une nouvelle version d'un jeu précédemment sorti, il y a aussi une extension, bref, il y a des trucs sur lesquels il n'est pas forcément nécessaire de s'apesantir très longtemps. Du coup, sans plus tarder, on y va. Que serait un menu crowdfunding sans campagne de Compass Games? J'exagère à peine, mais l'éditeur américain en est à son 94e projet sur Kickstarter. On a dû en couvrir 25-30 je pense. C'est un éditeur qui s'est spécialisé dans les jeux de guerre. Hein. D'ailleurs c'est le cas à nouveau avec British Tank Ace, 1940-1945. Donc deuxième guerre mondiale bien évidemment, où on part sur le théâtre, enfin sur les différents théâtres d'Afrique du Nord, d'Italie et également du reste de l'Europe. Pourquoi ne pas avoir inclus l'Italie dans l'Europe d'ailleurs, je ne sais pas, bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, encore une fois, Compass Games nous renvoie vers un jeu de guerre avec toujours cette DA très particulière, propre au jeu de Compass Games, à savoir une DA plutôt pas très jolie. Voilà, enfin, pour les habitués des jeux de plateau modernes, on va dire, c'est pas un truc très séduisant, mais ça attire toujours son public. D'ailleurs, British Tank Ace, on est déjà à 140 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne. On oscille généralement entre 150 et 200 backers sur leur campagne, donc peut-être qu'ils vont faire un tout petit peu mieux que leur moyenne habituelle. Je sais que Xavier adore les tanks, les gros canons, etc. Donc peut-être que ça lui parle un petit peu, même si c'est pas du tout un amateur spécifiquement de jeux de guerre non plus. Celui-ci c'est un jeu pour un. Donc un jeu solo, voilà, vous aurez déduit ça. 14 ans et plus, complexité médium, pour 10 minutes à 5 heures la partie. La fourchette est un petit peu trop large là, hein. C'est un petit peu un râteau à ce niveau-là. Et puis ma foi, c'est après tout, sachez que ça coûte 79$, car oui, les jeux de guerre, c'est une niche véritablement, et même si les composants sont pas hyper cool, ça coûte quand même un bras, une jambe, un poumon et une narine. Voilà, ça coûte cher pour ce que c'est. 140 contributeurs donc, 15 000€ d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne. Les franco-australiens de Grail Games sont de retour. Alors oui, Grail Games, éditeur qui est situé en Australie, mais dont toutes les campagnes arborent le drapeau français, parce que oui, il y a toujours une VF, ce qui m'a même à penser, d'ailleurs je pense que j'avais vu que c'était véritablement le cas, qu'il y avait au moins un français ou francophone dans l'équipe dirigeante de Grail Games, parce qu'il y a toujours le français et pas par exemple l'allemand, l'espagnol, etc. Donc je pense, et je crois me souvenir qu'il y avait un français ou à minima un francophone dans l'équipe. Quoi qu'il en soit, il se lance même pas une triplette, en réalité une quadruplette, est-ce que ça se dit bizarre, de jeux. Oui, c'est bizarrement présenté, on en met 3 en avant, encore une fois 3 en avant, mais il y en a un quatrième. Qui bizarrement est peut-être celui qui a l'auteur le plus célèbre, parce que bon, Hisashi Hayashi, auteur japonais quand même de renom, qui donc apparaît dans cette campagne aux côtés de Aliens Attack, Ohio Bob et Harvest Valley, donc 4 jeux au format de poche, qui jouent sur la corde sensible de la nostalgie, hein, peut-être que ceux parmi nous, qui sommes des enfants des années 80, début 90, auront un peu des souvenirs émus
de jeux en pixels 8 bits voire 16 bits, ça dépend un peu de l'âge que vous avez. Et très clairement, c'est de ça que ça s'inspire. On voit que ici, bon, Aliens Attack parlera à tout le monde. C'est vraiment très orienté Space Invaders pour le coup. On va le voir voilà, ici. Hein, vraiment, ça évoque clairement ce type de jeu-là. Là où Ohio Bob est plus dans les petits jeux d'aventure, de donjons, etc. de l'époque également. Et puis Harvest Valley, par contre, fait plus penser à un autre jeu sur PC que Xavier adore. C'est Stardew Valley, même le titre est quand même très très proche pour le coup. Je pense que ça en est fortement inspiré. Quoi qu'il en soit, donc 171 contributeurs, 6000 € d'engrangés et les 4 jeux ils sont déjà disponibles en français durant la campagne. Il reste 18 jours avant la fin de cette dernière pour éventuellement vous pencher sur leur sujet plutôt, sachant que Aliens Attack se joue seul ou à deux. Donc un jeu plutôt orienté solitaire, même si on peut également avoir une variante à 2 joueurs, et donc dans lequel on va essayer de défendre la planète face à une invasion d'aliens, bien évidemment. Hein, donc Space Invaders, copier-coller en termes de thématique. Ensuite, Ohio Bob, donc où on va explorer différents étages d'un temple pour aller en retrouver un artefact ancien et en ressortir vainqueur. Là encore une fois, c'est pour 1 à 2 joueurs également, en coopératif. C'est pour 15 minutes la partie, d'ailleurs c'était le cas également pour Aliens Attack, hein, 15 minutes également. Ensuite, on passe très rapidement sur Harvest Valley, qui est donc une configuration un peu différente. Hein, c'est pour 2 à 5 joueurs, mais toujours 15 minutes la partie, en semi-coopératif, puisque le placement des cartes, c'est un jeu de placement de tuiles qui en réalité sont des cartes, va directement impacter le scoring de votre voisin, en même temps qu'il impacte votre scoring à vous. Et du coup, c'est en cela que c'est un petit peu semi-coopératif. Donc comment donner des points à votre adversaire sans lui en donner trop pour que ça ne l'avantage pas plus que vous-même, par exemple. Et joli petit design de pixels, 8 bits, 16 bits, je ne sais pas exactement, mais plutôt charmant. C'est vrai que ça fait vibrer un petit peu la corde sensible de la nostalgie. Et donc Level 10, qui est un jeu qui a déjà connu une sortie par le passé, il s'appelait Okidoki, donc l'œuvre de Hisashi Hayashi, un auteur japonais de renom. C'est pour 1 à 5 joueurs, 20 minutes la partie. On est sur un jeu de gestion de main. Et donc les pledges sont très abordables puisqu'on est sur 39 $ australiens, soit 26 $ américains pour la triplette. Donc c'est quand même très abordable. Même si on prend les 4, attention, Level 10 sera en quantité limitée, donc sachez-le. Ce sera 46 $ canadiens. Tout à l'heure c'était des dollars américains, non? USD. Oui, pourquoi? Là c'est américain, là c'est canadien. Ah, parce que ça... D'accord. Uniquement pour le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Très très étrange. Très étrange. Bon. Et puis sinon on prenez qu'un, si vous prenez ça un petit peu à la carte, que vous êtes intéressé par seulement un jeu, ça coûtera 9 $ américains le jeu. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire concernant cette nouvelle campagne de Grail Games pour Aliens Attack, Ohio Bob, Harvest Valley, et puis disais-je donc que Level 10, 170 contributeurs, 6000 € d'engrangés pour l'instant, 18 jours avant la fin de la campagne. On oubliait presque que BackerKit existait autrement que pour du Pledge Manager, et oui, il s'était lancé il y a quoi, 2 ans approximativement sur le financement participatif en concurrence de Kickstarter et GameFound, mais très rapidement on a compris que si GameFound avait un avenir intéressant qui pouvait concurrencer Kickstarter, c'était pas le cas de BackerKit. Et ça se confirme avec les mois qui passent. Il y a très peu de campagnes sur BackerKit, et généralement c'est pas les plus intéressantes. Là pour le coup c'est Red Tides, A Tale of New Caribbean, un jeu coopératif de pirates qui s'est lancé sur BackerKit. Et bah ça se passe pas trop mal puisqu'on est quand même à 223 backers, 27 jours avant la fin de la campagne et déjà 45 000 $ d'engrangés pour Red Tides. Malheureusement pas de version francophone durant cette campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs en coopératif comme j'ai dit tout à l'heure, 60 minutes la partie avec masse de jets de dés et donc le hasard qui va avec, le hasard ou l'aléatoire qui va avec à minima. Beaucoup de navires que l'on pourra aussi être amené à modifier, à améliorer, etc. Puis des gros combats de boss dans tous les sens, le tout avec une DA plutôt soignée, qui plaira pas forcément à tout le monde, qui est quand même très monochrome on va dire, mais qui correspond bien à l'univers. Ça présente plutôt pas mal je trouve.
Puis voilà, ça a l'air d'être relativement intéressant sur le papier. C'est pas flamboyant plus en termes de DA, mais ça prend pas mal. Et puis voilà, c'est une thématique qui revient très souvent. On sait que les pirates, c'est quand même relativement vendeur. Vous me direz d'ailleurs au passage si c'est une thématique qui vous parle beaucoup de votre côté. C'est vrai que c'est une thématique contre laquelle j'ai rien de particulier, mais qui m'attire pas outre mesure non plus. Voilà, les pledges, est-ce que je peux vous trouver ça rapidement? Ouais, je galère un petit peu pour trouver les pledges. Je suis pas. Ah, c'est d'accord. Et c'est ici, Pledge Levels. Je suis pas à mon aise sur BackerKit. Je traite très rarement des campagnes sur BackerKit. Pledge de base à 99 $. On a un pledge ensuite Quartermaster Chest à 160 boules. Ça fait masse de matos. Peut-être il y a une extension supplémentaire, peut-être même deux. Bref, il y a un masse de matos. Et puis le All-in Captain's Chest, alors qu'on entend une ambulance qui passe près de chez moi en fond sonore, très agréable. 260 $ pour le all-in, avec donc énormément de contenu, puisqu'on a donc le jeu plus l'extension Seas of Sacrifice, des sleeves, donc des protège-cartes pour la totalité du jeu, un playmat, Deluxe Port Board, un plateau de port dédié qui n'était pas présent dans les versions précédentes apparemment, enfin dans les versions précédentes, dans les pledges précédents. Et puis une mini extension Calrissa Ménagerie également à disposition des backers. Tout pour donc 260 $. C'est quand même très très cher pour ce que c'est, d'autant plus que le matos a pas l'air d'être complètement fou non plus, soyons tout à fait honnêtes. Voilà donc pour ce qui est de Red Tides, A Tale of New Caribbean, 223 backers 27 jours avant la fin de la campagne. De temps à autre, je parle aussi très brièvement d'une campagne qui nous présente une nouvelle table de jeu, c'est le cas cette semaine avec la Kingswood, projet porté par Box King Gaming, 5e projet sur Kickstarter, et comme d'habitude ça coûte bien évidemment tout un pied, voire même un morceau de la colonne vertébrale. Bon, faut vendre ça au marché noir pour espérer se l'offrir, parce que le prix de départ est quand même à 750 $. Mais bon, au pire, si vous êtes satisfait de votre table, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une table de jeu pour jouer correctement en réalité, et je me suis toujours posé la question, est-ce que vraiment avoir cette espèce d'accoudoir tout autour de la table et avoir finalement un creux dans lequel on joue, est-ce que c'est vraiment agréable, confortable? Je suis pas sûr que ça me plairait tant que ça personnellement, je sais pas, je suis curieux d'essayer, mais ouais, je suis pas sûr d'être très convaincu au final. Mais donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour ça, on peut aussi s'intéresser sur la campagne malgré tout à un autre truc, c'est-à-dire le Game Pillar Storage Towers. Ce qui est assez étrange aussi, c'est les tours de stockage, donc de rangement de vos jeux. Ça remplace vos calax de manière très bizarre, parce qu'on a l'impression qu'elles sont juste empilées les unes sur les autres, et fondamentalement, c'est pas faux, mais elles sont pas les unes sur les autres directement en fait. C'est-à-dire qu'elles ont des petites étagères dédiées, vous voyez qu'il y a un petit interstice, il y a quelques centimètres entre chaque boîte de jeu, donc c'est une sorte de grosses colonnes que l'on va pouvoir agrémenter d'étagères à différents niveaux. Je pense qu'il y a des réglages plus ou moins hauts des étagères pour pouvoir aménager au mieux, de manière la plus efficace possible, votre collection. Mais je trouve que l'aspect visuel est très étrange au final. Bon, alors effectivement, c'est très facile de retirer un jeu pour le coup, parce que chaque jeu a sa propre étagère dédiée. Mais visuellement, je suis pas du tout convaincu pour le coup. Alors effectivement, ça empêche ce genre de petits désagréments qu'on peut avoir. Moi, par exemple, ici, typiquement pour la chaîne, je mets des jeux en avant comme ça, debout, alors que du coup, parfois le résultat, c'est effectivement se retrouver avec du matos dans tous les sens. Ça, c'est pas faux, hein, mais je suis pas fan de l'aspect visuel malgré tout. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cet aspect visuel comme ça. Ça fait un petit peu jeu empilé sur le sol, enfin à même le sol. Je suis assez peu convaincu. Et puis donc sinon je l'ai dit, hein, il y a aussi la fameuse table de Kingswood qui elle a d'être relativement jolie. Et dans cette catégorie d'articles de luxe qui est une table de jeu, c'est vraiment pas la plus chère clairement, mais comme à l'accoutumée dès qu'on parle de table de jeu, ce qui va impacter fortement le prix, c'est tous les petits add-ons que vous allez ajouter par-dessus, comme ce genre de petits trucs là, voilà, les petites portes gobelets, portes canettes, ce genre de choses là. Donc il y aura plein de petits trucs qui vont faire monter l'addition de manière assez impactante. J'ai pas les prix en détail ici, mais enfin si vous allez checker, voilà, ici 749, 849, 999, là et encore c'est juste parce que la taille change en réalité, et après il y a tous les petits add-ons que l'on voit ici qui vont faire monter encore plus la note.
Voilà donc pour ce qui est de la campagne de Kingswood, donc la table, ainsi que le Game Pillar, le pilier de rangement de vos boîtes de jeux. Quand même, malgré tout, 390 contributeurs, et ça suffit pour aller taper 336 000 euros, donc vous pouvez imaginer le prix d'un pledge en moyenne par contributeur, c'est assez impressionnant. 27 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec la dernière entrée de la semaine, il s'agit de Heavy Knuckles, actuellement sur Kickstarter, et ça galère méchamment. 28 contributeurs, est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Et en même temps j'ai envie de dire oui, parce que quand même, ça a un petit côté cartoon visuellement qui présente plutôt pas mal, c'est pas vilain, c'est un petit jeu très familial, c'est pour 2 joueurs exclusivement, donc en tête à tête, à partir de 7 ans et plus, donc un jeu vraiment très facile à sortir, y compris avec des tout jeunes. Ça prend 5 minutes pour ce qui est de l'apprentissage des règles, et ensuite une partie vous durera environ 20 minutes, et c'est donc un jeu de gestion de main dans lequel on va créer ses propres mechas, ces gros robots, à l'aide desquels on va ensuite se foutre méchamment sur la tronche en espérant l'emporter face à notre adversaire. C'est extrêmement simple, extrêmement facile à prendre en main, visuellement c'est plutôt joli. Ça a l'air d'avoir une assez grande rejouabilité et encore une fois c'est très accessible, donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui voudraient s'y mettre avec leurs petits-enfants, sans tirer entre les deux, leurs enfants qui sont petits, quoi, vous aurez compris quoi. Ouais, sur le papier, plutôt joli. C'est pas un truc que je me vois baquer, mais ouais, je suis assez étonné que ça marche si peu, même s'il s'agit effectivement d'un primo-éditeur, c'est toujours un petit peu difficile de se faire un nom, surtout quand on fait pas beaucoup de communication au préalable. Donc 28 contributeurs pour Heavy Knuckles pour l'instant, dernière entrée de la semaine, on passe maintenant donc aux plats principaux. Et oui, je sais, Black Rose Wars devrait figurer dans les desserts de la semaine, mais Black Rose Wars Revised Edition, comme son nom l'indique, il ne s'agit que d'une nouvelle mouture, une nouvelle version d'un jeu préalablement sorti. Du coup, est-ce que ça mérite vraiment qu'on s'épanche sur son sujet en long, en large et en travers? Bon bah je suis pas tout à fait sûr. Alors il y a du nouveau contenu aussi, c'est vrai, du coup j'aurais pu le placer dans les desserts, mais non, je me suis dit tiens allez on en parle en 5 minutes approximativement, ça suffira, même si vous le voyez, il y a le drapeau français, donc oui il y a bel et bien une VF disponible, car c'est toujours le cas, quasiment toujours le cas en tout cas, avec Ludus Magnus Studio. Autre petit drapeau rouge, comme diraient les anglophones, red flag, attention à prendre en compte, Ludus Magnus Studio a bonne réputation pour ce qui est de la qualité de leur jeu. En revanche, ils ont un sacré backlog, ils ont encore 3-4 projets à livrer, et pourtant ils lancent des campagnes, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui n'est pas encore livré actuellement? Blood c'est sûr, Blasphemous c'est sûr et certain parce que ça fait à peine 2-3 mois, même maximum, hein, qu'il est sorti. Je me demande si Runard est déjà arrivé, ça je suis pas sûr. Nova est à son naissance, je suis même pas sûr. Il faudrait demander en réalité à Nyx, parce que c'est quand même Monsieur Ludus Magnus Studio sur le YouTube francophone. C'est un gros fan du studio italien. Et donc c'est le studio italien qui nous revient avec Black Rose Wars, qui est certainement le jeu qui les a fait connaître du grand public lors de sa première campagne, et qui revient avec une version remasterisée, on va dire, si on reprend un petit peu le vocabulaire du jeu vidéo, avec des écoles de magie qui sont un petit peu rééquilibrées, mais également du nouveau contenu, parce qu'on a de nouvelles écoles de magie que l'on pourra incarner. Pour rappel, c'est un jeu en PVP, donc en joueur face à joueur, hein, bien sûr, c'est chacun pour tous, on va dire. On va évoluer dans différentes pièces d'une sorte de manoir, d'école de magie. Chacune des pièces aura ses propres spécificités pour nous permettre de déclencher telle ou telle action, etc. Et nous-mêmes, on va incarner donc des magiciens, on va se foutre sur la tronche, on aura bien sûr beaucoup d'asymétrie. C'est pour... J'arrive pas à trouver les... Tiens, les stats sont pas là pour une fois. Combien de joueurs, combien de temps la partie, etc. Tiens, c'est rare, généralement l'info est tout de suite facile à trouver. Bizarre. Bref, un jeu compétitif avec du deck building, entre autres avec masse de matériel. Ah bah tiens, on trouve les infos ici quand même. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 120 minutes, pardon. J'y ai joué une fois avec Xavier, puisque à l'époque, lors de la première campagne, je crois, il avait mis la main sur le jeu en occasion, je crois. On a fait une partie, et ça avait l'air d'être plutôt cool, mais à 2 joueurs c'était pas forcément le plus intéressant. Il l'avait revendu entre temps, et je me demande s'il n'avait pas backé la seconde édition, ou qu'il n'avait pas acheté en occasion la seconde édition, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est un jeu qui certainement
à plus de 2 joueurs doit être beaucoup mieux. En tout cas, ils ont toujours, comme d'habitude avec Ludus Magnus Studio, un très beau matos, de très belles miniatures. Et sachez que dans cette nouvelle campagne, on aura quand même aussi 2 nouveaux magiciens que l'on pourra aussi découvrir puis incarner. Est-ce que d'ailleurs je peux vous trouver les nouveautés? Donc une nouvelle édition avec des règles plus simples, une terminologie revue et corrigée, simplifiée, plus claire. Est-ce que je peux trouver ça aussi? Black Rose Wars, c'est quand même un 8.0 sur BGG, ce qui est une excellente note moyenne, pour ajouter quand même beaucoup d'évaluation. Il avait une version, nouvelle version, seconde version, intitulée Rebirth, avec 8.5, encore mieux. Donc une excellente note moyenne également, avec beaucoup de prix qui lui ont été décernés. Et du roux, ça veut rien dire, je parle très mal ce soir. Du coup, les rewards, donc les niveaux de pledge, vous en avez un premier à 125 €, avec donc la Black Rose Wars Revised Edition, plus la Tenet Box Lux and Tenebrae, ainsi que le Inquisitor Ezekiel, donc ça va être un personnage, une sorte de micro-extension d'un seul personnage, qui sera exclusif à la campagne GameFound. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, les exclusivités. Je suis pas très fan des exclusivités, j'en parlais récemment chez Nix avec Xavier. C'est un truc qui me parle pas outre mesure. Je sais qu'il y a des gens qui back, notamment parce qu'il y a des exclusivités. Moi, les exclusivités, ça me gonfle un petit peu. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Le pledge vétéran est à 109 €, parce qu'en fait c'est un upgrade pack. Donc si vous avez déjà le jeu en réalité, ça va vous permettre de le mettre à jour, de le mettre à niveau de cette nouvelle version. Sinon à 299 € le pledge Magister, avec donc les contenus qu'on a vu précédemment, et puis les 7 extensions sorties jusqu'à ce jour. Les différents mages, on voit ici donc Nero, on voit ici Tessa, ou encore Rebecca, donc ils auront chacun leur propre spécificité, leur asymétrie bien évidemment. C'est un jeu qui dispose d'une assez forte asymétrie, c'est bon à savoir également. Bref, masse de matos avec de très belles miniatures comme souvent avec l'éditeur italien dont nous parlons ici. Les extensions très rapidement, donc on voit le personnage de Ezekiel, donc qui sera exclusif à cette campagne et que vous pourrez incarner durant cette dernière. Ensuite, bon, il y a tout un pan sur le lore de Black Rose Wars qui c'est vrai est assez immersif, on pourra dire. Le Why Back Now rapidement, est-ce qu'il y avait voilà, Brand New Schools of Magic, Evocations and Mages, donc il y aura pas mal de nouveaux contenus quand même, dont une partie, peut-être même la totalité, sera exclusive à GameFound, à la campagne GameFound, donc sachez-le, ça c'est aussi important à prendre en compte. Alors, vous pourrez économiser jusqu'à 50% du prix théorique en boutique. Bon, toujours à prendre en compte, mais avec le contrebalancier des frais de port et de la TVA qui font que le 50% est certainement plus proche du 10%, voire même parfois du 0%. Le wash option avec le lavis sur les miniatures. Pour l'instant, les rendus, les prototypes des miniatures ont l'air d'être plutôt convaincants. Avec le lavis, ça rend toujours beaucoup mieux, bien sûr. Voilà, j'ai pas grand chose de plus que ça à rajouter. Ça fait toujours partie de l'univers de Nova Aetas, hein. C'est vraiment l'univers étendu que partagent beaucoup des jeux, pas tous, mais beaucoup des jeux de l'éditeur italien. C'est le cas pour Black Rose Wars également. Shipping rapidement, parce que quand on aborde les plats principaux de la semaine, on va aussi commencer à aborder un petit peu le shipping, ce que l'on ne fait pas pour les entrées. Pour les pays de l'Union Européenne, les pledges vont donc avoir un impact direct sur les frais de port, de 25 à 39 pour les pays de l'Union Européenne, 32 à 47 pour les Suisses peut-être. Canada, ce serait 37 à 59 € de frais de port. Et puis pour nous au Japon, ce serait 76 à 139, je crois. Non, c'est juste au-dessus. Oui, c'est ça, non, c'est ça. Ouais, 76 à 139 € de frais de port pour le Japon. Ça pique méchamment le fondement. Voilà donc pour la nouvelle campagne de Black Rose Wars Revised Edition. Pour l'instant, 2300 backers, 13 jours avant la fin de la campagne, et VF disponible durant cette dernière. Je le dis trop souvent, j'en ai bien conscience, mais je vais le répéter à nouveau. Je ne suis absolument pas du tout expert dès lors qu'il s'agit de jeux coopératifs, de dungeon crawler, donc d'exploration de donjons avec personnages asymétriques où on va défourailler des monstres, etc. Du coup, encore une fois, qu'est-ce qui différencie fondamentalement Hell Legends des autres jeux de cette catégorie de jeux, donc les dungeon crawlers coopératifs? Eh ben, je sais pas exactement.
comme d'hab, on va avoir des personnages asymétriques, on va avoir tout un bestiaire de monstres que l'on pourra essayer de terrasser en imaginant les meilleures synergies possibles entre nos différents personnages pour essayer de progresser et vaincre des gros boss tout vilains. Ouais, mais du coup le pitch est un petit peu le même que pour beaucoup d'autres dungeon crawlers. Et donc ce Hell nous vient de Hodari Spiel, qui est un éditeur allemand si mes souvenirs sont bons, et comme son nom l'indiquerait, oui c'est ça, derrière lequel on retrouve d'autres jeux tels que Galaxy Postman, ou encore Roll for Great Old Ones. C'est un éditeur qui commence à avoir un petit peu de... comment dire, un petit peu de background, maintenant un peu d'expérience, mais qui n'a jamais fait de gros succès non plus. D'ailleurs, on le voit avec Galaxy Postman qui, Kickstarter plus Pledge Manager sur GameFound, a réuni 500 puis 650 contributeurs, c'est quand même pas énormissime. Mais du coup, le nouveau projet Hell Legends a déjà terrassé les résultats précédents avec 766 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne. En même temps, c'est certainement leur projet le plus ambitieux à ce jour. C'est un jeu donc pour 1 à 4 joueurs en exploration coopérative avec une thématique bien sûr qui nous emmène dans les enfers, avec ici Belzébuth tout vilain, les flammes de l'enfer, avec une DA plutôt soignée. Alors c'est très sombre, il y a là beaucoup de petits textes pour lesquels il faudra peut-être sortir la loupe, ou à minima les lunettes pour bien voir. Il y a un petit peu de relief sur les composants, je suis pas très fan dès lors qu'un jeu utilise des notions de relief comme ça, je sais pas, un truc qui m'attire outre mesure personnellement. Pour 1 à 4 joueurs, 120 minutes la partie, 16 ans et plus, de par la thématique plus que par les mécanismes qui sont particulièrement complexes, etc. Ça, c'est pas vraiment le cas, c'est juste que c'est assez mature, comme diraient les Anglais, en termes de thématique. Et c'est inspiré fortement par des jeux tels que Diablo, donc sachez-le également. Key features, donc les points clés de ce jeu. Il est jouable en solo comme en coopératif, on pourra aussi jouer en one shot ou avec une sorte de campagne sur le long cours, on va dire. On pourra aussi jouer en tower defense. On aura beaucoup de skills différents, donc d'aptitudes, de capacités différentes que l'on pourra s'attribuer au cours de nos aventures. On a donc du dynamic terrain, donc à savoir justement ce terrain de jeu, ce territoires sur lesquels on va évoluer, qui vont être impactés par les événements de la partie, avec donc un petit peu de relief, différents niveaux de jeu. Pas de temps d'attente entre les tours, hein. Chaque héros va rester actif tout le temps apparemment. On aura aussi une application qui sera disponible pour accompagner vos parties, et apparemment une forte valeur de rejouabilité pour Hell. Voilà, alors les pledges, on a le pledge de base qui est ici à 115 € tout de même, c'est un pledge d'entrée qui est quand même assez onéreux, 115 €, mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup de matos dedans. 175 pour le Hellforged, qui est un all-in gameplay. On aura une extension de héros et une extension de monstres à l'intérieur de ce pledge all-in gameplay. Pour exemple, le Hero Expansion qui contiendra 4 nouveaux héros que l'on voit ici avec leur propre miniature, bien évidemment, leur propre matos dédié, mais également de nouveaux monstres avec ici le Wraith par exemple. Voilà pour l'extension Hero, et puis l'extension Monster qui viendra ajouter 36 nouveaux monstres avec des nouvelles grosses cartes et des tokens dans tous les sens. Alors je déteste, je sais pas ce que vous en pensez, on en avait déjà parlé dans le menu crowdfunding par le passé, une fois ou deux, je déteste le mélange miniature plus standees. Mettez-moi que des standees ou que des miniatures ou que des meeples, mais pas un mélange meeple, pas un mélange standees miniature, vraiment je trouve ça dégueulasse. Mais bon, c'est un goût personnel, c'est encore une fois. Continuons. Alors, le how to play, bon très brièvement, hein, c'est un dungeon crawler, donc il n'y a pas grand chose d'étonnant dans le contenu, hein. On va avoir différents personnages avec de la symétrie, on va pouvoir les développer en cours de partie, on va choper des nouvelles compétences, du nouveau matos aussi pour rendre notre personnage plus efficace. On va devoir explorer la zone, et au cours de notre exploration on va devoir affronter des masses de monstres qui sont des opportunités aussi d'acquérir du nouveau loot, des points d'expérience, ce genre de choses là. Bref, encore une fois, hein, je vois, moi en tant que néophyte, en tant que béotien en matière de dungeon crawler, pas tellement la différence entre tous les dungeon crawlers qui s'offrent à nous, mais ça c'est juste parce que j'y connais strictement que dalle, c'est aussi ça. Voilà le relief, les différents niveaux sur le terrain qu'on va pouvoir explorer.
nos plateaux personnels. Bon là c'est très très noir pour le coup, je suis pas très fan de la DA des plateaux personnels à minima. Le jeu de manière générale est plutôt bien illustré, hein, c'est très joli, mais les plateaux personnels sont quand même très très noirs, les textes sont très très petits sur les tuiles, donc ça je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Alors ensuite, est-ce qu'on peut descendre un petit peu, voir un petit peu ce qui se trouve dans cette campagne. Même sur les cartes, hein, les textes sont très petits, les logos aussi. Ou alors c'est mal présenté sur la page de la campagne elle-même, je ne sais pas exactement. Voilà, ici un petit aperçu de la web app également, donc l'application qui pourra vous aider à gérer certaines de vos actions pour rendre le tout un peu plus fluide. On voit ici même une petite frise qui nous montre à quel point elle est présente dans le jeu. On voit qu'il y a quelques petits espaces, quelques petits intermèdes où on va l'utiliser, mais globalement on y touche assez peu en réalité apparemment. Voilà, je vais pas trop rentrer en détail, elle est très très longue cette campagne, hein. Voilà, je défile un tout petit peu. Elle est excessivement longue et du coup c'est un petit peu chiant pour s'y retrouver. Mais on va quand même essayer de retrouver le shipping. Est-ce que je peux vous trouver ça? C'est une galère sans nom, il y a trop de chapitres. Généralement c'est en fin de page, on peut essayer de retrouver ça ici, mais voilà, c'est ici. Ok, timeline and shipping, ok. Théoriquement, c'est prévu pour une livraison pour Noël, mais pas de Noël cette année, Noël de l'année prochaine, Noël 2026. Et c'est produit par Panda, une des usines chinoises les plus chères du marché. Donc on est théoriquement sur un matos de qualité, mais assez onéreux. Et donc pour ce qui est des frais de port, ça dépend du pledge que vous allez choisir, hein, le core pledge, donc la boîte de base, ou un bundle avec les extensions par exemple. Mais donc pour l'Europe, ça va de 28 à 45 euros de frais de port, 35 à 50 pour nos amis suisses par exemple, pour le Canada 35 à 60, et puis pour nous, ça serait 60 à 75 euros de frais de port pour Hell Legends, le nouveau projet de Hodari Spiel. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, et si vous êtes un amateur de Dungeon Crawler, et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui différencie Hell Legends des autres jeux de cette catégorie et en quoi ça vous le rend intéressant particulièrement. 766 backers, 160 000 euros d'engrangés. Je crois que c'est la première fois que l'on voit Paperback Adventures sur GameFound. Généralement, Tim Fowers est plutôt en habitude de Kickstarter, même si peut-être qu'il faisait ses Pledge Manager ici. Non, même pas de Pledge Manager jusqu'à maintenant sur GameFound. Il a fait le déménagement lui aussi, après une moult campagne sur Kickstarter. Notamment pour Paperback Adventures, qui revient sur le devant de la scène grâce à GameFound cette fois-ci, et déjà 865 backers d'engrangés, 100 000 $, 19 jours avant la fin de la campagne pour Paperback Adventures, dont j'ai toujours apprécié beaucoup le concept de base, ainsi que l'ADA un petit peu nostalgique, années 60-70, qui m'attire pas mal, je dois dire. On est ici sur un deck building en roguelite, mais avec des lettres. C'est quand même assez rare, un jeu de lettres où on va devoir composer des mots, mais c'est un deck building, c'est quand même très particulier, j'ai très envie de le tester, mais il faut quand même prendre conscience que les jeux de lettres sont fortement impactés par la distribution des différentes lettres de l'alphabet au sein du vocabulaire d'une langue, et du coup jouer dans une langue étrangère, même si on la maîtrise plutôt bien comme c'est mon cas pour l'anglais, c'est pas forcément quelque chose de très aisé, et c'est extrêmement compliqué du coup à faire une localisation, parce que les occurrences de telle ou telle lettre sont pas les mêmes, et du coup il y a tout un rééquilibrage à faire quand on veut faire une localisation d'un tel jeu. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 90 minutes la partie, 14 ans et plus, sur un jeu de deck building coopératif en campagne, mais je crois que c'était aussi jouable en one shot si mes souvenirs sont bons. Bref, on avait déjà eu Paperback Adventures sur Kickstarter, là c'est le volume 2, donc pour encore plus d'aventure dans l'univers donc de Paperback Adventures et sa DA très rétro, très charmante pour le coup, avec ici une big box qui va contenir beaucoup de matos. On est sur vraiment une édition plutôt deluxifiée, on a énormément de matos qui va faciliter l'installation, le rangement. Voici que chacun des personnages a le droit à sa propre tuck box, comme on dit, de rangement de son propre matériel dédié. On aura des sortes de petits inserts pour faciliter le rangement, l'installation, etc. Donc vraiment tout ça est très bien foutu. Le pledge de base, c'est ici à 60 $ pour The Binding Nexus plus Iron Knee, donc deux aventures j'imagine
dans l'univers de Paperback Adventures, je pense. 110, c'est pour la Big Box, donc Big Box plus Binding Nexus et Irony. Et puis sinon à 200$, on a la Complete Collection qui doit, j'imagine, intégrer le volume 1. Oui, c'est ça. Paperback Adventures volume 1 qui sera aussi disponible durant la campagne avec donc la boîte de base ici et puis les extensions, on va dire. Ça s'appelle comment? Plot Hook, Ex Machina et Damsel. Donc voilà, nos 200$ pour mettre le grappin sur la totale en fait. Hein. Donc la saison 1 et la saison 2, son contenu et la Big Box. Je serais curieux de savoir s'il y a des retours en commentaire sur des gens qui auraient testé Paperback Adventures, parce que c'est vraiment un type de jeu vraiment unique. Deck building, on va choper des cartes de lettres, on va utiliser ces lettres pour former des mots qui vont nous permettre de progresser dans l'aventure. C'est assez unique, et en plus c'est plein d'humour. On voit ici par exemple Page Turner, le personnage que l'on voit ici, elle s'appelle Page Turner. Page Turner, c'est une expression en anglais aussi pour un roman dont on n'arrive pas à on n'arrive pas à s'en détacher. C'est un livre, on a toujours continuellement envie de savoir la suite, et donc on tourne les pages, ça s'appelle un page turner, un livre qui nous fait tourner les pages, mais Page c'est également un prénom féminin, et Turner c'est un nom de famille assez commun en anglais, donc assez marrant ce petit jeu de mots. Voilà donc les cartes de lettres que l'on voit ici, lettres qui nous permettent de former des mots, et également d'imaginer plein de petits combos dans tous les sens. Donc ouais, vraiment, je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner comme expérience une fois sur la table. Ça a l'air d'être vraiment très cool, j'aime beaucoup le concept de base, mais bon, là pour le coup c'est plutôt un jeu que j'aimerais bien jouer dans ma propre langue, même si ça va pas être fondamentalement très très compliqué, mais bon. Voilà, le shipping rapidement, en fonction du pledge que vous allez choisir, ça va aller de 12 à 26$ pour l'Union Européenne, 16 à 35$ pour le Canada, et puis pour nous au Japon ce serait 27 à 55$ de frais de port. Voilà donc pour Paperback Adventures volume 2, 865 contributeurs, 104 000$ d'engrangés. Dernier plat principal de la semaine, il s'agit de Cryptothera, c'est ça, Cryptothera, un peu difficile à prononcer, un projet anglais qui nous vient de Cryptothera, donc le bien nommé, hein, ils se sont montés un éditeur qui s'appelle de la même manière que son propre jeu, voilà, Cryptothera, The Cryptid Pursuit. Donc c'est le sous-titre de ce jeu, un bien joli projet ma foi. Visuellement, ça envoie du bois. Il est très joli, avec un style art déco qui est assez unique pour un jeu dans lequel on va poursuivre des cryptides, les capturer, et vous allez voir les transformer en source d'énergie. C'est assez particulier comme univers. J'aime beaucoup l'ADA, j'aime beaucoup l'univers et la thématique proposée. J'aime moins l'aspect quand même très sombre des éléments, des composants de jeu, et le fait que ce soit aussi beaucoup basé sur des jets de dés et donc pas mal sur de l'aléatoire, même si j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup de manières d'altérer cet aléatoire durant le jeu. En tout cas pour l'instant, Cryptothera se porte pas mal pour un primo-éditeur, 250 backers c'est pas ridicule. Je l'ai placé dans les plats principaux, alors que clairement 250 contributeurs, généralement je place ça plutôt dans les entrées, mais je le trouve quand même assez intéressant, parce que vraiment très beau visuel, masse de contenu, de manière assez intéressante, pas mal d'ajouts qui viennent modifier le jeu. En revanche, ils ont fait une erreur assez prégnante selon moi au niveau du choix des pledges, on va voir ça ensuite. Quoi qu'il en soit, découvrons d'abord un petit peu de quoi il s'agit, Cryptothera. On est dans un univers un petit peu futuriste, on va dire même rétro-futuriste, dans lequel les créatures de folklore vivent réellement, les fameux cryptides, comme on les appelle, et leur énergie est utilisée pour bien justement fournir en énergie les villes, les avions, les aéronefs, tout ça. Bref, en gros, c'est une source d'énergie dans ce monde-là. Et donc, on a bien sûr des personnages, des chasseurs qui vont partir à leur recherche pour les capturer et les utiliser ensuite pour les refourguer aux différentes villes, au gouvernement pour en tirer de l'énergie. Et donc on va faire quoi? Eh bien on va voyager, on va capturer, on va voler, on va déposer. Il y a aussi un aspect de pick-up and deliver assez important dans le jeu. D'ailleurs les mécaniques sont présentées ici. Beaucoup de jet de dés. Attention si vous êtes un petit peu allergique à l'aléatoire, que vous préférez le contrôle. Bon, faut le prendre en compte. Pick-up and deliver, donc choper un truc et l'amener du point A au point B. Skills check, donc pas mal d'aptitudes, de capacités un petit peu asymétriques entre les personnages que l'on va pouvoir utiliser pour trouver des synergies, pour trouver une manière d'évoluer de manière efficace.
du PvE ou du PvP, donc chacun pour sa peau, ou jouer contre une sorte de d'IA, on va dire, et puis du push your luck également. Comment gagner dans Cryptothera? Bah d'abord en collectant des cryptides. On voit déjà ici les premières cartes de cryptides que l'on voit ici, hein, quand même très jolies. On va dire que la DA bien générale des monstres, du bestiaire est quand même très très belle. Ensuite, collect coins, donc on va choper des pièces, donc de la tunasse, et puis également des indices pour trouver les whereabouts, comment dire ça en français? Les whereabouts, je sais pas, où se trouvent les cryptides tout simplement. Et donc le gameplay, donc c'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, c'est pour des parties de 60 à 90 minutes. Ça, on s'en fout. Alors, ensuite... Oui, c'est basé sur des vrais cryptides, enfin des vrais cryptides, vous comprenez ce que je veux dire, pas forcément des trucs qui existent, mais des cryptides connus de tous, comme la créature du Loch Ness, Bigfoot, ce genre de choses là, quoi. Ensuite, la DA, vraiment très très belle DA en général, les cartes sont vraiment superbement illustrées, et là c'est pas du tout de l'IA pour le coup. Au début je me suis posé la question, mais non, apparemment c'est pas de l'IA, et c'est notamment en collaboration avec des artistes qui ont bossé sur des projets qui ont gagné des Oscars par exemple, donc c'est quand même pas rien. Grosse rejouabilité parce qu'il y a beaucoup de matos, des cartes d'événements, des cartes de cryptides, etc. Il y a vraiment beaucoup de contenu, plus de 100 événements impactant la partie, plus de 200 cryptides, plus de 90 pardon, items et équipage, on va dire, enfin équipage, membre de votre groupe, on va dire, et puis plus de 18 contrats également. Ensuite, une installation très rapide, une prise en main assez facile également, du matériel qui nous permet de ranger et d'installer extrêmement rapidement, donc une sorte de petit insert avec des tug boxes plutôt cool, et ça rentre pile poil dans une calax. Il n'y a même pas beaucoup d'espace en réalité, une fois que c'est dedans, c'est peut-être même bloqué, enfin, c'est mal présenté en tout cas. Et donc, qu'y a-t-il dans cette boîte de base de Cryptothera? Alors d'abord on a le plateau principal, ensuite on a 6 plateaux de joueurs, avec un petit peu d'asymétrie, j'imagine même de base, hein, j'imagine en tout cas, avec leurs petits standees. Ensuite, 75 cartes de cryptides, 15 cartes de cryptides légendaires. Ensuite, on a les tokens de cryptides, des cartes d'événements qui vont impacter le cours de la partie, des cartes d'items et des cartes de membres de notre équipe, des cartes de contrat, des pièces, des petits osselets et des petits cœurs qui représentent, j'imagine, nos points de santé, je pense, et des indices également. Ensuite, le livret de jeu. Et c'est là que le bas blesse, selon moi, en partie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure aussi un petit peu de la DA, c'est très noir. C'est très noir. Quand il y a de la couleur, c'est plutôt très classe, mais ça reste très noir. Et deuxième point noir, beaucoup plus important selon moi, c'est qu'ils ont mis à peu près 68 extensions dès la première campagne. Pour un jeu qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas connu de sortie préalable, pour un primo-éditeur, et ils mettent une tétrachie d'extensions. D'abord, testez un petit peu l'eau, voyez si elle est bonne, si on peut nager dedans, et ensuite faites une seconde campagne avec du contenu supplémentaire, mais là vous allez voir, il y a beaucoup trop d'extensions, et du coup on a un niveau de pledge en all-in excessivement cher, et là c'est vraiment un mauvais choix je pense stratégique de la part de l'auditeur. Alors d'abord on a Frontiers Awaken, une extension qui va inclure un nouveau personnage, qui va inclure des nouveaux événements, de nouveaux items, des nouvelles cartes de contrat. Ensuite on a une autre extension, A Cryptid in Every City, avec cette fois-ci dans chaque ville des dangers, des cryptides qui viennent s'infiltrer dans les villes, avec 25 cartes de cryptides supplémentaires, 5 cartes légendaires. Ensuite on a Cryptothera, Something Lurks in the Shadows, autre extension avec de nouvelles cryptides encore une fois. Ensuite on a From the Mountains to the Sea avec encore plus de nouvelles cryptides. Ensuite on a The Threat Was Never Higher avec encore une fois des nouveaux cryptides. Ensuite, on a The Descent qui nous permet de jouer en solo parce que c'était pas prévu dans le jeu de base. Donc avec cette fois-ci des cartes de NPC, des cartes d'environnement, des cartes de challenge, des cartes d'opportunité. Et c'est pas fini, on a aussi United We Hunt qui est une extension pour jouer en coopération parce que là encore, c'était pas disponible dans le jeu de base. Bref, vous le voyez, il y a beaucoup trop d'extensions. Certaines auraient pu être incluses dans le jeu de base. On a certaines extensions qui vont fournir seulement des cryptides supplémentaires. Mais c'est la même chose pour beaucoup d'extensions. Je crois qu'il y a 3 extensions qui fournissent uniquement des cryptides supplémentaires. Et du coup, c'est bien, ça augmente la variété, mais pourquoi pas faire juste une énorme extension? Pourquoi faire autant d'extensions? Ça fait monter le prix de manière bien plus importante que nécessaire en réalité. Et encore une fois, faites ça sur une autre
campagne. Si le jeu rencontre un franc succès, faites une autre campagne 1 ou 2 ans plus tard avec des extensions pour enrichir l'univers. Mais là, en l'état, c'est déjà beaucoup trop rapide et beaucoup trop de contenu en termes de quantité. Ou alors faites une seule grosse boîte avec 150 nouvelles cartes de cryptide, par exemple. Mais là, non, c'est un peu ridicule. Et le problème, c'est que du coup, ça se ressent au niveau des pledges. Pledge de base, le Novice Hunter, il est à 69 livres, ce qui équivaut à 82 euros. Donc pour la boîte de base. Ensuite, Tier 2, donc le deuxième niveau de pledge, The Seeker's Vault, ça ajoute l'extension Frontiers Awaken et puis également A Cryptid in Every City et la mini-extension Monstrous Holidays qui n'est pas très importante pour le coup. Donc juste 2 extensions en gros, 150 livres, soit du coup 175 euros déjà. Ça fait déjà un sacré bon numérique. Et si vous voulez le all-in avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 extensions, plus la mini-extension, les inserts pour me permettre de ranger, de réinstaller plus rapidement, etc. 350 livres, autrement dit 412 euros pour le pledge Obsidian Hunter. C'est beaucoup trop cher et on sait pas ce que vaut le jeu, c'est un primo-éditeur, on sait même pas si on peut leur faire confiance. Combien de fois des primo-éditeurs se sont ramassés, sont partis avec l'argent de la caisse, etc. etc. Ça inspire pas confiance et je pense que ils en pâtissent un petit peu sur le projet, sur le papier. Le projet est assez prometteur, c'est joli, ça a l'air fun sur le papier, mais c'est vraiment trop tout de suite dès la première campagne, alors qu'on connaît pas l'éditeur, on connaît pas encore le jeu. Les créateurs de contenu qui sont mis en avant durant la campagne, c'est essentiellement du Instagram, il n'y a rien sur YouTube, sauf la page la chaîne de Cryptothera eux-mêmes. Donc ouais, il y a quand même pas mal de petits red flags et c'est dommage parce que sur le papier, il allait être plutôt cool. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur Cryptothera. On va juste quand même parler des frais de port en théorie quand même. Pour le Canada, ça va de 33 à 40 livres. Pour l'Union Européenne, de 20 à 27. Et puis pour nous au Japon, ce serait 33 à 40 livres de frais de port pour le Japon. Et ma foi, c'est à peu près tout concernant Cryptothera qui nous vient donc d'Angleterre, si mes souvenirs sont bons. Je vais quand même vérifier, histoire de... c'est où ouais, London, UK, c'est bien ça, en Angleterre. Et donc, 250 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne, 50 000 euros d'engrangés, c'est financé largement, c'est prometteur, c'est plutôt très joli, mais pour moi, c'est quand même un no-go malgré tout. Et du coup, c'est tout pour les plats principaux de la semaine. Il nous reste à traiter les 4 desserts de la semaine. Nous voici donc à l'heure fatidique des desserts. Et comme la semaine dernière, il y en aura donc 4 cette semaine encore. C'est beau d'avoir autant de desserts. Attention au diabète. Ceci dit, avant de monter sur vos grands chevaux, calmez-vous un instant, regardez un petit peu les différents onglets qui s'offrent à vous. Bon, vous verrez bien que dans le tas, en réalité, il n'y a qu'une seule vraie nouveauté à proprement parler. On va revenir un peu en profondeur sur ces 4 projets, mais le seul vrai jeu que l'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam avant la semaine dernière, c'est celui-ci, c'est le premier que nous allons traiter maintenant, à savoir donc Realm of Reckoning, le nouveau projet de Ivy Studios. Alors Ivy Studios, c'est un éditeur que j'ai longtemps beaucoup aimé, que j'apprécie encore beaucoup, parce qu'ils ont toujours des jeux super intéressants, très bien produits, toujours avec des petits twists très intéressants et assez originaux sur des mécanismes que l'on connaît pourtant très bien à l'origine, mais vis-à-vis duquel Nyx et moi-même d'ailleurs sommes un tout petit peu tombés en désamour du fait de leur de leur très grande agressivité marketing en fait. C'est même pas à cause des jeux en réalité, hein, c'est vraiment que ils sont très forts pour ce qui est de communiquer sur leurs jeux, de faire un petit peu naître l'intérêt autour de leur production, de le présenter comme étant un jeu vraiment novateur, qu'on n'a jamais vu quelque chose comme ça jusqu'à maintenant.
Sauf qu'ils le font vraiment très à l'américaine, c'est un petit peu over the top, comme diraient justement les anglophones, un petit peu too much. Et du coup, bah, ils en font vraiment trop. Ils dépensent beaucoup d'argent sur la communication. Ils font venir chez eux, dans leur studio à eux, des créateurs de contenu pour tester les jeux. Ils commentent leurs propres jeux avec des superlatifs, ce qui est toujours un petit peu gênant, un petit peu embarrassant. Je pense pour des francophones, on n'est pas forcément très habitués à ces méthodes-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est l'approche de Ivy Studio, ce n'est pas le jeu en lui-même. Le jeu en lui-même est certainement très intéressant. D'ailleurs, c'est le projet que je trouve le plus intéressant en réalité cette semaine. Parce que Realm of Reckoning propose, vous allez voir, un peu la recette habituelle de Ivy Studio, à savoir des mécanismes que l'on connaît, que l'on a déjà vu jusqu'à maintenant, mais utilisés avec des petits twists par-ci par-là qui le rendent super intéressant. Le point fort selon moi de Realm of Reckoning, c'est justement ce système qu'ils ont présenté assez tôt dans la campagne. Comment ça s'appelle déjà? Le Dynamic Core que l'on voit ici. Un nouveau système qu'ils ont développé. Et voilà, ils ont encore une fois l'aspect marketing. Ils lui ont trouvé un petit nom, un petit sobriquet qui donne un peu envie. Hein, ça a du peps, ça sonne bien, le Dynamic Core. En fait, le Dynamic Core, de quoi s'agit-il? En fait, bah, on a donc plusieurs manières de scorer, et ça en soi, ça existe dans plein de jeux, sauf que les différentes manières de scorer elles vont être différentes d'une partie à l'autre, puisque dans une partie de Realm of Reckoning, vous allez pouvoir construire des monuments. Il y en aura 19 au total, mais seuls 9, je crois, seront utilisés dans chaque partie, ce qui fait que les différentes combinaisons de monuments que vous allez bâtir vont impacter directement le gameplay lui-même, puisque sur une partie, le contrôle du territoire va être super important, dans une autre partie, ça pourrait être quelque chose de relativement négligeable, par exemple. Et du coup, en fonction du développement de la partie, les façons de scorer vont se révéler à vous progressivement, et du coup, le gameplay lui-même va en être forcément un peu impacté. Et ça qui est super intéressant sur le principe pour Realm of Reckoning. Je ne l'ai pas encore dit, mais la campagne commence plutôt très bien. On reste sur les scores habituels, j'ai envie de dire, de Ivy Studio. Une très belle première semaine de campagne, avec 3600 contributeurs approximativement. 11 jours avant la fin de la campagne, et déjà 373 000 € d'engrangés. Donc c'est encore une fois un beau succès. Pas de VF pour le moment, mais encore une fois, bon, rien de très étonnant, hein. C'est souvent que Ivy Studio nous propose une campagne exclusivement en anglais, et pour certains des jeux les plus populaires de son catalogue, il propose une VF plus tard, 1 an après, 2 ans après, pour tester un petit peu le marché. Il avait fait sur plusieurs jeux jusqu'à présent déjà. Et donc, Realm of Reckoning, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour 30 minutes par joueur autour de la table, et c'est pour 14 ans et plus. Et je suis sauvé parce que bon, la vidéo n'a pas encore été publiée, la vidéo des bacs de l'année dernière, de ce que nous avons backé en 2024, Xavier, Nix et moi-même, mais elle va sortir dans quelques jours ou semaines grand maximum, j'ai presque fini le montage. Mais Nix et moi-même, nous sommes vraiment un peu tombés en désamour vis-à-vis de Ivy Studio. Et j'avais un petit peu peur que les prochaines campagnes ne fassent renaître un petit peu la flamme. Realm of Reckoning est super intéressant, et d'une certaine manière il fait un peu renaître la flamme, mais pas suffisamment, notamment parce que la DA me parle absolument pas du tout. C'est extrêmement sombre, les quelques touches de couleur par-ci par-là me vendent vraiment pas du rêve, quoi, clairement. Donc il a l'air d'être super intéressant sur le papier, mais l'aspect visuel, la direction artistique de manière générale, m'attire pas des masses. Et du coup, je suis un peu sauvé à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose de très important pour moi, l'aspect visuel d'un jeu. Surtout quand un éditeur a l'habitude de nous offrir justement des DA soignés, du matos vraiment bien léché. Là, pour le coup, celle de Realm of Reckoning me plaît pas des masses. Même si la qualité des composants, c'est clairement au rendez-vous, encore une fois. Alors donc, on rentre un peu plus dans la campagne, avec le Dynamic Core, j'en ai parlé tout à l'heure, différents mécanismes qui vont impacter ou non la partie en fonction de son déroulement. Qu'est-ce qu'on va décider de jouer pour espérer pouvoir scorer ça, mais en même temps, si je joue ça, clairement je vais afficher aux autres joueurs que j'ai envie aujourd'hui de viser ce type de scoring là, et peut-être qu'ils vont pas forcément me laisser faire autant que je ne le souhaiterais, par exemple. Ensuite, on a donc les différents types de scoring, on vient de le dire, le draft avec des power play, donc
des actions qui vont être hyper impactantes en fonction du draft que l'on va opérer, parce qu'à chaque tour on va aller choper une carte qui va nous donner les ressources ou l'action qui se trouve en son centre, et ensuite on va la glisser dans une des différentes colonnes qui se trouvent sous notre plateau. On en voit ici 5 par exemple, et donc ça va notamment participer au scoring, notamment que l'on va pouvoir essayer de viser durant la partie. Ensuite, bon, le how does it feel, très rapidement, quelles sont les sensations de jeu. Donc une aventure justement dynamique et qui va évoluer en cours de partie, donc il faut être toujours un petit peu sur ses gardes pour vérifier un petit peu là où nos adversaires cherchent à aller. Est-ce qu'on les rejoint, est-ce qu'on essaie de les bloquer un petit peu. Donc vraiment chaque décision est hyper impactante. On a une sorte de guerre froide qui s'instaure assez rapidement durant la partie dès les premiers tours. On a aussi un système d'enchères aussi pour l'obtention de certaines petites cartes actions, qui a l'air d'être assez bien foutu apparemment. Là, j'aurais tendance à la faire confiance, même si en soi, ça m'a pas l'air d'être révolutionnaire, mais bon, ça, on verrait bien. Et puis donc Simpleton's Deep Ripple, donc des tours de jeu excessivement simples, accessibles, faciles à prendre en main, mais un impact de ces tours de jeu là qui va être répercuté jusqu'à la fin de la partie. Donc on est toujours dans l'action en permanence. Voilà, continuons un tout petit peu plus bas avec les différentes offres qui nous sont présentées durant la campagne. On a ici la version Kickstarter, édition de base on va dire, c'est déjà toujours du très bon matos avec Ivy. La différence entre l'édition standard et l'édition Kickstarter va se faire au niveau du matériel, puisque ici par exemple le screen print sur les meeples sera simple ou double. Là, les meeples seront un monochrome. Là, ils auront une couleur supplémentaire pour ajouter un petit peu de peps et de vie aux meeples. Même chose pour les petits tokens que l'on voit ici. Même chose pour ces meeples là. Même chose pour les piliers également, qui auront des petits ajouts de décoration que les autres n'auront pas. Bon, c'est vraiment des tout petits ajouts, mais c'est vrai que ça rend un petit peu mieux. Je suis pas tellement sûr que ça mériterait vraiment une distinction aussi importante que Standard et Kickstarter édition. C'est pas si différent, c'est des ajouts qui auraient pu être présents dans l'édition de base. C'est pas tellement plus cher que ça à produire en vrai. Il y aura aussi, comme souvent, c'est un peu une marque de fabrique pour Avi Studio, des upgrades holographiques. On aura plein de cartes avec ce petit effet de surbrillance un peu polychrome, assez sympa. Pareil pour les petits compteurs de points, etc. également. Il y aura aussi une petite extension New Foundations incluse également dans chaque pledge, je crois, oui, c'est dans tous les pledges, c'est ça. Donc on aura ici les prix à 89 pour l'édition standard, qui sera aussi l'édition KS apparemment, et puis vous aurez aussi le all-in à 150. Alors on va voir tout de suite quelle est la différence entre le Kickstarter qui est en fait le standard et le all-in, sachant que si c'est le même prix, ça m'étonnerait pas qu'on n'ait pas de standard dans la campagne elle-même. Ça c'est le standard une fois qu'il sortira en boutique, j'imagine. J'avoue que là-dessus j'ai oublié de checker et j'aurais dû. Du coup le Pledge Levels 89, Kickstarter Edition, donc oui, il n'y a pas l'édition standard, c'est directement l'édition Kickstarter avec plus de couleurs, un matos un peu plus clinquant, donc 89 $, avec tout ce que l'on a vu précédemment, l'aspect holographique, etc. Donc très bon matos. Et sinon, on a le All-in Pledge, donc Deluxe à 150 $ cette fois-ci, avec quelques miniatures, avec un tapis de néoprène, avec des pièces de métal bien évidemment, avec des petits sacs à l'effigie des différentes factions en présence. Et puis la toute nouveauté, le Pledge Overtime, 125 $ threshold, allowing backers to pay over 3 payments. C'est ce qui vient d'arriver sur Kickstarter très récemment. Ça existait depuis quelques mois, depuis même un peu plus d'un an sur GameFound, c'était donc le fameux Stretch Pay. Et donc Kickstarter s'est ajusté, s'est aligné sur GameFound en proposant justement le Stretch Pay, le Pledge Overtime. On va pouvoir espacer les paiements sur un projet sur plusieurs mois. Et donc là par exemple, on pourra payer en 3 fois, sans frais, donc à partir de 125 $. Ensuite, on rentre un peu plus dans les détails sur le Dynamic Core. Je pense que je l'ai présenté en suffisamment de détails, mais ici on vous en présente quelques-uns, notamment quelques types de scoring, avec le Beaconsshire, le Sanctuary Cove, le Lichenwald, etc., etc. Donc à chaque fois, des niveaux de scoring, des manières de scorer qui vont changer, qui vont impacter le cours de la partie.
ça allait être assez intéressant. Il y a un mode 2 joueurs dédié également, avec évidemment un mode 2 joueurs qui était un peu nécessaire malgré tout, puisque on l'a vu, le draft est une des composantes importantes de Realm of Reckoning, tout comme le contrôle de territoire. C'est deux mécanismes qui sont souvent, pas toujours, moins intéressants à deux, et donc ils ont dédié un mode spécifiquement 2 joueurs pour donner un peu de peps et de sel à un jeu qui devrait théoriquement marcher un tout petit peu moins bien. Ensuite, ça c'était pour le What's in the Box, où on voit tous les composants du coup. Voilà, rien de très spécial. En add-on, on peut ajouter un playmat à 35 $ éventuellement si on le souhaite, les pièces de métal, les petites miniatures, les sacs, les sleeves également éventuellement, et puis même un pins à l'effigie de la couronne de Realm of Reckoning, le tout en add-on par-ci par-là. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai fait à peu près le tour des choses les plus intéressantes. Le reste c'est du lore essentiellement. Attendez, ça j'avais zappé ça. Available in English, French and German. Donc oui, on revient en arrière avec ce petit effet sonore très bien maîtrisé ma foi. Il y aura bien du français durant la campagne. Du coup, comment ça se fait que j'avais sauté cette information lorsque j'ai checké la campagne il y a quelques jours? Bon, peu importe, de toute façon, vous aurez vu le drapeau en début d'intervention, c'était pas une connerie, c'était pas une erreur de ma part, il y aurait bien du français pour le coup, et je pensais pas, mais donc oui, il y aura bel et bien du français durant la campagne, donc sachez-le, ça c'est une bonne nouvelle, on n'aura pas besoin d'attendre une campagne dans un an et demi, 2 ans, pour Realm of Reckoning, il y a directement le français comme option, ça c'est très cool ma foi. Je suis surpris moi-même. Alors du coup, le shipping pour le Canada c'est 24 $. L'Union Européenne est découpée en 3 zones. Donc la France, où es-tu? France. France, où es-tu? Tu es en zone 1, avec la Belgique également. Donc ce sera quoi, 14 $. Suisse 22. Nous qui sommes au Japon, on doit être dans Asia, sans trop de surprise normalement. Donc 30 $. Ça pique un tout petit peu, mais oui c'est bien ça, hein, Asia 30 $. Bon, en même temps nous on n'a pas la TVA, donc bon, tout bien pris en compte, c'est pas si cher que ça. Et puis ensuite pour ce qui est de la livraison, on parle d'une livraison théorique en mai 2026, donc ça laisse un tout petit peu de temps, mais en réalité pas si long que ça en vrai. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire concernant cette nouvelle campagne de Ivy Studio pour donc Realm of Reckoning, projet super intéressant sur le papier. Je suis très intrigué par ces différentes pistes de scoring utilisées ou non en fonction des choix des joueurs au cours de la partie. Ouais, encore une fois, ils ont bien fait leur devoir, ils savent comment appâter le chaland que je suis, le pigeon que je suis, mais je suis un pigeon un petit peu moins facilement dupable. Je ne vais pas y aller, notamment parce que la DIA me plaît pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ouais, je vais résister et prouver que j'existe, si vous avez la ref. 3600 backers environ, 374 000 € d'engrangés 11 jours avant la fin de la campagne pour Realm of Reckoning, qui est donc en VF, contrairement à ce que je disais au début. Voilà, c'est tout pour le gros projet, le vrai gros nouveau projet de la semaine. Donc on va maintenant pouvoir enchaîner sur 3 jeux qui sont quand même dans les desserts de la semaine, parce qu'il y a tout un tas de multiples raisons qu'on pourrait éventuellement évoquer, mais c'est pas vraiment des nouveautés à proprement parler. Et le premier de ces 3 projets en question, c'est celui-ci, The Lord of the Rings, The Confrontation Ultimate Edition, donc édition ultime, deluxifiée à outrance, en tout cas pour certaines des versions qui sont proposées, donc The Lord of the Rings, The Confrontation, un titre très long, qui j'imagine avait une VF à l'époque, je n'ai pas checké ça pour le coup, mais en tout cas il n'y en aura pas durant cette campagne. C'est donc le Seigneur des Anneaux, la confrontation, une version ultime d'un jeu de Rainer Knizia, donc maître parmi les maîtres du secteur ludique depuis déjà 20-30 ans, peut-être même plutôt 30 que 20 à mon avis, fin des années 90, donc ouais, on va dire environ 30 ans. Et donc, c'est Ghost Galaxy, l'éditeur, qui se lance dans cette campagne pour une nouvelle édition, une édition ultime de ce jeu. Pour l'instant, il y a déjà 2100 backers sur la campagne. Et vous le voyez, 2000 backers ont réuni 511 000 $. On parle plus ou moins d'un niveau de pledge moyen à 250 $ par tête de pipe. Il y en a de partout, c'est dégueulasse. 250 $ en moyenne dépensés par les backers sur cette campagne. Vous imaginez le prix du pledge moyen sur cette nouvelle version. Et en même temps, vous le voyez, là on a une des versions disponibles
durant cette campagne. Là, on a une autre, plus basique. Là, pour le coup, c'est le pledge de base le moins cher. Mais on a aperçu sur la troisième image, celle-ci, qu'on a une version totalement folle qui va dézinguer votre compte en banque, qui va certainement vous mériter un petit appel de votre banquier un petit peu affolé, qui va se demander si vous n'avez pas perdu les identifiants de votre compte bancaire, qui n'ont pas été volés par un prince nigérian potentiellement, parce que vous allez voir, elle est très très chère cette version, en même temps elle est hyper classos. C'est un jeu pour 2 joueurs, hein, confrontation oblige, et pour une partie relativement courte, 30 minutes. Et 30 minutes, potentiellement avec un truc qui aura cette tronche-là. Ça fait 30 minutes, cher, mais immersive et particulièrement deluxe. Alors, on a l'habitude maintenant de voir des jeux un petit peu anciens qui reviennent sur le devant de la scène avec une version remise au goût du jour, avec de la deluxification. On l'a vu très très récemment avec Agricola, nouvelle version de Awaken Realms, qu'il avait déjà fait pour Puerto Rico ou pour les châteaux de Bourgogne. Là, c'est encore un autre niveau. C'est pas du Awaken Realms, c'est encore un autre niveau, un autre genre, puisque Lord of the Rings The Confrontation, cette fois-ci, s'offre une version hyper immersive, qui va prendre beaucoup de place potentiellement, parce que là, vous le voyez, cette version Ultimate Collectors, c'est une table. Alors, il n'y a pas le pied, hein, là, c'est un achat à part, mais, ouais, c'est une table, avec du relief 3D. Et vous allez avoir des espaces, des petits trous, on les voit un petit peu ici, avec un système aimanté. Vous placez votre personnage dessus, paf, ça s'aimante. Wow, c'est assez impressionnant. Parce que en réalité, vous avez aussi une boîte de base pour l'édition Ultimate, mais pas Collector, qui est déjà très bien produite, hein, relativement accessible pour le coup, elle. Hein. Alors, The Ultimate Edition, donc l'édition de base mais ultime. C'est juste un plateau de jeu, tout ce qu'il y a plus classique, avec le même paysage, mais pas en 3D. Les petits, comment dire, les petites miniatures dans lesquelles on va glisser chacun des personnages, donc de l'armée de Sauron ou de la communauté de l'anneau, hein, les deux camps qui vont se faire face. Alors il y a bien sûr de la symétrie, vous vous en doutez. Et puis ensuite tout un tas de cartes propres aux deux factions. On voit ici avec l'arbre, c'est la communauté de l'anneau, et là avec l'œil, c'est bien sûr l'armée de Sauron. Donc c'est un jeu extrêmement rapide, avec de la symétrie, des pouvoirs asymétriques, du bluff bien évidemment, parce que vous le voyez, on va avoir le dos des petites miniatures ici de notre adversaire, et en fonction de ce qui va déplacer sur la map, on va nous-mêmes faire des déplacements de nos factions, enfin de notre faction, des éléments de notre faction, mais sans savoir ce qui se trouve derrière. On va pouvoir faire de la déduction bien évidemment, en fonction des précédents combats qui ont eu lieu, on pourra savoir où seront telle ou telle unité également, si elles n'ont pas péri au combat en tout cas. Mais donc ouais, pas mal de bluff là-dedans, avec chaque mouvement, chaque action qui potentiellement peut être très impactante sur le long terme. Le tout pour des parties très très courtes, encore une fois, 30 minutes, donc un jeu théoriquement facile à sortir, surtout si vous prenez la grosse table qu'on a vue en dessous sur l'édition Collector. Voilà, c'est déjà en fait préinstallé, en gros, on a même des tiroirs inclus pour sortir le matos, etc. Donc voilà, c'est assez fou. On a un petit aperçu des différentes cartes que l'on pourra utiliser. On voit ici Boromir, son petit pouvoir, sa valeur de combat. On voit les différentes cartes spéciales avec le Palantir par exemple, qui auront eux-mêmes des effets particuliers. Ici on voit le combat entre le roi Théoden et Wormtongue. Comment il s'appelle en français, j'oublie. Je l'ai lu en français, moi, enfin en anglais, pardon, le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai oublié le nom en français. Langue de verre, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a aussi du nouveau contenu. Il y aura quelques nouvelles cartes spéciales que l'on aperçoit ici notamment, ainsi que des personnages qui n'étaient pas présents dans la version précédente. Est-ce que Galadriel était absente dans la version d'origine? Je ne sais pas, en tout cas elle sera présente ici, on la voit. Standard Pledge, donc le pledge de base, c'est donc la version classique, plateau, miniature non peinte, mais quand même un très bon matos, le tout pour 50$. Ça reste un truc relativement accessible, mais plutôt classique. Ensuite, on a l'édition Premium Pledge à 120$. Les changements, bah, vous les voyez, hein, les logos des différentes factions sont mis en couleur, donc ça ressort un peu plus de manière marquée que la version d'origine, on voit ici. Et il y aura aussi des tuck boxes, donc des boîtes de rangement pour les deux factions. Donc chacune des deux factions en présence aura sa petite boîte de rangement, on pourra y loger toutes les miniatures, les cartes, etc.
et puis un livret de règles qui sera relié directement de façon petit livre en gros quoi. Et donc ça fait monter la note à 120 quand même, c'est quand même pas rien. Il y aura aussi une pièce de métal, mais bon, c'est juste une pièce, et puis des sleeves également, des protège-cartes. Bon, je trouve très honnêtement que la différence de 70$ se justifie pas tellement. Parce que bon, certes, les miniatures sont un peu mieux foutues, elles ont plus de gueule, c'est coloré, c'est mieux mis en valeur. Il y a les tag boxes pour les deux factions, c'est cool, les sleeves, ok, etc. Mais en termes purement économiques, est-ce que ça rajoute vraiment 70$ de valeur? Je suis pas du tout convaincu pour le coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis donc arrive enfin la Ultimate Collector's Edition, The One Ring to Find Them, The One Ring to Roll Them All, avec donc cette table. Voilà, vous achetez une table, mais dédiée uniquement à ce jeu-là. C'est pas une table de jeu, c'est une table pour jouer à ce jeu-là, avec des tiroirs dans lesquels vous pourrez ranger le matos. Là, c'est le matos de la faction de la communauté de l'anneau. De l'autre côté, il y aura bien sûr le tiroir pour l'armée de Sauron, par exemple. Il y aura tout un tas de petites incrustations qui font penser à l'univers du Seigneur des Anneaux également. Juste le pied, attention, ne sera pas disponible dans le pledge. Il sera, il sera accessible dans un add-on, on va dire, qui sera vendu séparément. Mais on vous aura toute la partie supérieure là, jusqu'ici environ, dans ce pledge, qui va coûter un bras. Par contre, attention, ce sera limité à 1000 copies exclusivement, et toutes les copies seront numérotées. Donc c'est vraiment le truc très comment dire, exclusif, on va dire. On voit ici les petits emplacements sur lesquels on pourra apposer nos unités, avec un système d'aimant aussi. Et puis tous les points d'intérêt qui sont mis en valeur, ici avec Isengard, avec Minas Tirith, etc. etc. C'est quand même hyper immersif, hyper classe. C'est vrai que visuellement, ça en jette. Mais combien ça coûte tout ça, me direz-vous? Bien sûr qu'il y a le stretch pay, évidemment qu'il y a le stretch pay, on pourra payer jusqu'à 6 fois sans frais. Ici on voit comment la table peut se ranger entre guillemets, avec le couvercle qui est déposé dessus. On pourra quand même l'utiliser comme une table, mais elle sera quand même très petite en soi, et il n'y aura pas le pied encore une fois. Et donc ça coûtera combien? Parce que pour l'instant on n'a pas encore vu le prix, si je ne me trompe pas. Elle est ici, voilà. Voilà. 2199 $. Parce que bon, à la limite, si c'était 2199 yens, là pour le coup, ce serait vraiment pas cher. Mais non, c'est bien des dollars. Et c'est pas des dollars canadiens, non, c'est vraiment des dollars américains. Donc vous allez dépenser 2000 € pour mettre la main là-dessus. Alors, le matos est incroyable. Ça, c'est vraiment pour les gros fans du jeu d'origine, ou les gros fans du Seigneur des Anneaux. Ce qui m'inquiète un peu, bon, moi je suis pas, enfin j'adore le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas fan à ce point-là. Mais je sais, j'en connais un très près de moi, que vous connaissez peut-être, qui est fan à ce point-là. Alors peut-être pas au point de baquer, parce qu'il est quand même pas fou à ce point-là. Mais bon, s'il me disait qu'il l'avait baqué, je serais pas super étonné quand même. Faut voir, je ne sais pas. Ce serait vraiment très déraisonnable. Mais, à voir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense pas quand même, je pense pas. Ensuite, voilà, la DA est quand même magnifique. Et par contre, le seul truc, c'est que vous l'aurez peut-être vu lorsque je faisais défiler un peu la page. Les artworks, la direction artistique est très soignée, mais en revanche, ça ressemble pas du tout aux acteurs du film. Et c'est vrai que les acteurs de la, de la trilogie ont tellement bien incarné leur personnage que pour moi maintenant, c'est vraiment identifié. Par exemple, Aragorn, c'est Viggo Mortensen. Et là, pour le coup, pas du tout. Aragorn, dans le jeu, là, en vrai, je trouve qu'il ressemble à Javier Bardem, l'acteur espagnol. Je sais pas si je pourrais... Voilà, ici. C'est pas clairement Javier Bardem. Je sais pas, faut me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les personnages ressemblent pas tellement à leur équivalent cinématographique. Bon, on reconnaît très clairement Gimli, bien sûr, les autres personnages aussi. Mais bon, c'est vrai que si vous êtes grand fan de la série en cinéma, en film, ça vous parlera peut-être pas autant pour le coup. C'est un petit peu gênant pour moi, mais bon, c'est pas grave en soi. Les sleeves à l'effigie de la faction que l'on va représenter, bien sûr. La petite pièce en métal de challenge. On a vu aussi les boîtes de rangement, les fameuses tuck boxes magnétiques qui plus est. Donc voilà, trop beau matos, ça c'est sûr. Voilà le setup, l'installation qui est extrêmement rapide. On va glisser donc les différents personnages que l'on va jouer avec notre faction dans les petits supports.
On va avoir notre main de cartes, on va les placer sur les différentes régions que l'on contrôle en début de partie, et puis à partir de là, le jeu est très simple. À chaque tour, on va manœuvrer nos unités, on va les engager, on va les déplacer et potentiellement avoir des combats. Chacun des personnages va avoir une valeur de puissance et une sorte d'activité, pas d'activité, de compétences particulières, d'aptitude particulière qui va se déclencher justement dans les combats par exemple. Donc voilà, on va se déplacer d'un espace avec un de nos personnages, et si on entre dans un territoire occupé par un ennemi, alors un combat se déclenche. On va donc révéler les deux personnages, ils ont une valeur de combat différente, là ici 4 pour Aragorn, 3 pour le Black Rider. Ensuite chaque joueur va jouer une carte de sa main en même temps que son adversaire, on la révèle simultanément, on ajoute le pouvoir qui se trouve dessus, potentiellement les effets de cartes, si c'est le cas, il n'y a pas forcément de valeur de combat supplémentaire par contre, et puis on va donc faire une addition des pouvoirs, plus potentiellement les effets de cartes, pour voir qui l'emporte de ce combat en fait simplement, et on continue la partie jusqu'à ce que une des 3 conditions suivantes soit complète, à savoir Frodon qui arrive dans le Mordor, auquel cas c'est la communauté de l'anneau qui l'emporte. Frodon est vaincu, auquel cas c'est Sauron qui l'emporte, ou Sauron a 3 de ses minions, donc de ses sous-fifres on va dire, dans la comté. Et donc il y a 2 conditions de victoire pour Sauron, et il y en a seulement une pour Frodon et la communauté de l'anneau. Voilà, donc petit résumé, hein, 50 pour le Standard Pledge, 120 pour le Premium sans la table, hein, bien sûr, et puis donc je l'ai vu tout à l'heure, la table à 2199, qu'on ne voit même pas d'ailleurs ici en réalité, il faut aller checker ailleurs, mais on la voit même pas même dans les add-ons. Où est le niveau de pledge? Ou est-ce que c'est trop tard? Peut-être, je ne sais pas, à vrai dire. 120, 50, où est passé le 2199? Parce que même en add-on, on la voit pas. On voit le playmat en néoprène éventuellement, pour que ça pourrait intéresser, les tug boxes, la petite pièce de métal, etc. On peut prendre des add-ons par-ci par-là, mais on voit pas la table. Donc je sais pas exactement comment il faut mettre la main dessus. Là-dessus, j'ai pas regardé en détail pour le coup. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Rapidement le shipping, Canada 30 à 225 en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, la France et la Belgique sont dans la zone 1, donc ce sera 23 à 190. Et puis pour nos amis suisses, 35 à 200. Et pour enfin le Far East, donc le Japon, 46 à non, c'est pas possible. Donc 46 et pas de table pour le Japon. Donc bon, du coup, même si notre compère est un peu foufou, il pourra même pas le baquer pour le Japon, à moins de se faire livrer chez ses parents. Mais bon, encore une fois, je pense pas qu'il aille jusque là. Voilà donc pour The Lord of the Rings, The Confrontation Ultimate Edition, 2100 backers 17 jours avant la fin de la campagne. Ça va aller un petit peu plus vite pour cette campagne, toujours sur GameFound ceci dit, cette campagne de Machina Arcana Vivarium. Il s'agit d'une nouvelle extension pour Machina Arcana. Et donc oui, extension, donc j'ai pas tellement besoin d'entrer dans les détails, même si bien évidemment que le jeu de base est à nouveau disponible durant cette campagne. Il s'agit d'un jeu coopératif bien connu de survie, d'horreur, dans l'univers un petit peu Lovecraftien, on pourrait dire, même s'il n'y a pas le nom directement dessus. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est parti de environ 2h30, 3h, avec donc de l'exploration, de la survie, tout ça en coopératif dans un univers horrifique, un petit peu donc à la Lovecraft, et donc un univers qui va venir s'enrichir d'une nouvelle extension, le jeu de base étant bien sûr encore une fois disponible durant la campagne. On aura bien sûr des personnages asymétriques, il y aura tout un bestiaire avec un tas de monstres que l'on va pouvoir affronter, on va prendre du niveau, on va choper de nouvelles compétences sur les choses là. Encore une fois, bon, Dungeon Crawler, je l'ai répété déjà encore une fois aujourd'hui, je suis pas très connaisseur en la matière, donc qu'est-ce qui vient le distinguer vraiment des autres, si ce n'est encore une fois l'univers Lovecraftien, la DA qui est très très soignée. Les couleurs me parlent pas forcément beaucoup, les standees, bon, je suis pas toujours très fan quand c'est des standees en carton, même si c'est moins cher bien sûr, mais il a très bonne réputation. Machina Arcana, il a très bonne presse. Je crois que le jeu de base a une VF, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, la VF est disponible durant la campagne pour Vivarium aussi. Donc ça aussi, pour tous les fans de la licence, sachez-le, la VF est disponible. D'ailleurs, je me souviens que Saline Insane, un des abonnés de la chaîne,
l'a déjà backé, je l'ai vu sur Facebook. Donc oui, il y a déjà des fous furieux sur le projet, parce que oui, encore une fois, ça va coûter très cher. Il y aura bien sûr du kilo plastique, il y a masse de matos dedans, c'est hyper immersif. Si on aime l'univers Lovecraftien, forcément, ça nous parle beaucoup. Grande rejouabilité, une expérience très très cinématographique, on pourrait dire, avec beaucoup d'action, beaucoup de jets de dés également, hein, c'est clairement de l'Améritrash. Le monde de Machina Arcana qui est vraiment très développé, qui a un univers vraiment propre, qui est vraiment classe. Ça parle pas forcément à tout le monde en termes d'approche artistique, voilà, les couleurs en tout cas sont un petit peu violentes pour ma rétine, mais c'est vrai que c'est un jeu qui a très bonne presse, très joli matos, très bel univers. De manière générale, il a une très bonne réputation, et donc c'est juste un jeu qui vient s'enrichir d'une nouvelle aventure en réalité dans cet univers de Machina Arcana, avec donc l'extension Vivarium, qui est une évolution qui transforme le jeu, nous dit-on ici, rajoutant encore plus de profondeur, d'horreur et de stratégie dans des manières qu'on n'imaginait pas auparavant. Voilà. En même temps, pour chaque extension, c'est un peu le même discours qui est tenu, bien évidemment, pour vendre l'extension. Et donc Vivarium, l'extension, qui bien sûr nécessite le jeu de base pour pouvoir être utilisé, va ajouter des nouveaux types de cartes, et ça c'est intéressant, donc de nouveaux combos à aller imaginer. Living, breathing world, pardon, un nouveau monde qui vivant, qui évolue en même temps que nos personnages à travers les différents donjons, nouveaux emplacements de terrain, nouveaux types de terrain à aller explorer, qui vont parfois recouvrir des éléments de terrain préconnus, préexistants. Ensuite, de nouveaux environnements, de nouvelles cartes bien évidemment. Bon, il y aura de toute façon masse de matos supplémentaires, des tuiles supplémentaires, des cartes supplémentaires, des rencontres inédites également. Donc bref, encore plus de ce que l'on avait vu précédemment. Et puis des petits mécanismes que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent qui vont être incrustés dans le jeu avec de nouveaux chapitres à aller explorer. Donc dans cet univers étendu de Machina Arcana, et cette DA toujours très soignée. Voilà, un petit aperçu du bestiaire, toujours aussi dégueulasse mais très soigné. Là vraiment celle-ci par exemple, très inspirée, très soignée, très cool. Je suis pas du tout fan de thématiques horrifiques, etc. Mais force est de constater que quand on est amateur du genre, ça doit être vraiment intéressant pour le coup. Ce bestiaire est quand même très bien travaillé. Updated Game Rules également, les règles ont été légèrement peaufinées, légèrement revues et corrigées pour une expérience encore plus agréable. Refined Deck Management, donc encore une fois un petit coup de polish sur certains des éléments clés du gameplay. Faster Gameplay, un jeu qui se veut être plus rapide grâce à cette expérience de Vivarium. Et puis on va maintenant pouvoir passer au niveau de Pledge sans passer trop de temps sur le About the Game qui est lui bien connu déjà. Et vous le voyez, ce qui est mis en avant, de façon, vous le voyez sur le côté depuis le début de l'intervention, mais on vous vend aussi une Ultimate Box, ce qui sous-entend que pour Machina Arcana, c'est fini. A priori, il n'y aura plus rien derrière, puisque là, c'est la Ultimate Box avec donc, le jeu de base. Comment c'était les extensions? Il y a donc To Eternity, il y a From Beyond et donc Vivarium, les trois extensions en plus du jeu de base dans une seule et même boîte, la fameuse Ultimate Box qui prendra une boîte de Kallax à elle toute seule, enfin une case de Kallax à elle toute seule. Sinon, si vous avez déjà le jeu, vous pouvez prendre l'extension Vivarium seule, 30 €, pas trop cher vu le contenu. 40 € pour la boîte vétéran, donc ça si vous avez déjà les deux extensions, le jeu de base, mais que vous voudriez une boîte pour réunir l'ensemble dans une seule et même boîte, vide, donc 40 €. Il faudra certainement ajouter le pledge de Vivarium aussi pour pouvoir y jouer, parce que sinon c'est un peu dommage d'avoir que 2/3 du contenu. La boîte de base est aussi disponible, pour ceux qui voudraient juste mettre la main sur la boîte de base, c'est 60 €. Et puis sinon, on a les Miniatures Bundle, donc les miniatures, les figurines qui sont disponibles également. On aura donc 4 boîtes de figurines, le tout pour 140 boules. En même temps, il y a du kilo plastoc dans tous les sens. Et puis le all-in à près de 400 €, le Order of the Bliss, avec la grosse boîte all-in, plus toutes les miniatures, avec de la deluxification dans tous les sens, puisqu'on aura aussi le Codex Eternum, on aura aussi des game mats, donc des néoprènes. On aura toutes les sleeves, donc les protège-cartes pour l'ensemble du jeu, etc., etc. Donc potentiellement ça va faire grimper l'addition jusqu'à, donc on a dit 400 $, c'est ça? Ouais, 400 $. Bon, c'est pas non plus Lord of the Ring Confrontation avec la table à 2200 $, mais quand même c'est assez cher malgré tout. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au frais de port, bon, tout un tas de vidéos bien sûr. Est-ce qu'il y a des vidéos en français, tiens, avant
d'aller plus loin. Est-ce qu'on aurait des vidéos en français qui présentent le jeu? On a de l'allemand par exemple, alors quitte à nous mettre une version française, francophone durant la campagne, s'il y a en plus une vidéo en français, là il y a de l'espagnol, il n'y a pas de français. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de français, il n'y a pas de vidéo en français alors que le français est disponible, ça c'est quand même vraiment dommage. C'est peut-être un jeu qui n'a pas tellement marché en France pour l'instant, je sais pas. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient se faire la main, ou même sur Tabletopia si vous l'avez également. Et donc le shipping, on y vient. Pays de l'Union Européenne, 12 à 30 € en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Ensuite, le reste de l'Europe, 20 à 40. Le Canada, 18 à 40. Et puis nous, au Japon, ce serait 22 à 78 € de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Machina Arcana avec l'extension Vivarium et également la possibilité de mettre la main sur la Big Box qui contient le jeu de base et les 3 extensions directement. Donc pour l'instant 2200 backers, près de 300 000 € d'engrangés, 18 jours avant la fin de la campagne. Dernière campagne de la semaine, il s'agit de l'extension de Deep Regrets, donc intitulée Even Deeper Regrets, des regrets encore plus profonds. Donc il vous faudra bien évidemment le jeu de base pour pouvoir en profiter, c'est pour ça que je dis que c'est pas une grosse nouveauté à proprement parler, parce que donc c'est une extension de Deep Regrets, qui est un jeu qui avait pris un peu le monde par surprise également, lors de son apparition sur Kickstarter. C'était l'œuvre de Judson Cowan qui avait déjà fait un jeu par le passé qui s'appelait Hideous Abomination, puis une seconde édition qui avait à l'époque marchouillé, qui n'avait pas non plus fait 3000 backers par exemple. On avait eu 840 pour la première campagne, puis 3000 quand même pour la seconde campagne de Hideous Abomination, donc c'était quand même un beau succès. Puis il a lancé Deep Regrets, il y a quoi, c'était un an? Ouais, approximativement, ça fait pile poil un an même pour Deep Regrets. Et là, paf, près de 14 000 backers, 637 000 livres d'engrangés sur le projet, qui avait une DA vraiment complètement folle, c'est-à-dire magnifique. Ça faisait un petit peu penser à The King's Old Crown, dans le sens où l'auteur du jeu est également l'illustrateur du jeu. Le matos, c'est quelques petites similarités par-ci par-là, un petit peu de Luxify, mais pas trop non plus. Très très beau, d'ailleurs les deux auteurs sont potes en plus de ça, ils se sont backés l'un l'autre, j'avais vu ça. Bref, un jeu qui avait très bien marché durant la campagne, qui est arrivé entre les mains des backers, dont Xavier. On a fait une partie pour l'instant ensemble, et Xavier a aussi pas mal joué en solo je crois. Solo qui a été détruit par Zugma, notre compère Zugma qui a détruit le solo, alors que Xavier lui l'a beaucoup aimé. Donc allez voir un petit peu les avis des deux pour voir de quoi il retourne. Xavier, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur la chaîne, s'est lancé dans une série solo pour faire découvrir un petit peu une catégorie de sa ludothèque, les jeux de pêche. Il en a déjà une dizaine, je crois, environ. Et donc, du coup, à terme, il parlera aussi de Deep Regrets en vidéo, soit en solo, soit peut-être avec moi. Il m'a dit que pour certaines d'entre elles, il voudrait que je participe, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, Even Deeper Regrets, la campagne qui vous donne aussi accès au jeu de base. Si vous ne l'avez pas encore, si vous aviez raté la campagne d'origine, vous pouvez mettre la main dessus durant cette campagne, en plus de l'extension. Par contre, attention, pas de VF jusqu'à ce que j'ai checké hier. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'anglais, de l'allemand, mais il n'y a pas de VF pour l'instant. Il y a des négociations pour d'autres langues, donc peut-être qu'à terme, le français sera disponible aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, la campagne marche très bien, encore une fois. On va certainement même dépasser la campagne Deep Regrets, ce qui veut dire, théoriquement, que les backers de la campagne d'origine ont été convaincus, ont apprécié leur expérience suffisamment pour que le bouche à oreille fasse en sorte que la nouvelle campagne pour l'extension va certainement et allègrement dépasser le résultat de la première. Je rappelle que c'était 13 000 backers, et on est déjà à 8 800 backers en fin de première semaine de campagne pour l'extension. Donc, dans les 19 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, à mon avis, on va certainement plutôt aller toucher les 15 à 20 000 backers d'ici la fin de la campagne, que ça ne m'étonnerait pas. Et pour l'instant, il y a donc 423 000 € d'engrangés sur la campagne. Et donc cette extension Even Deeper Regrets, elle est elle-même pas si chère. On est à un pledge à 29 € pour ceux qui ont déjà le prix le jeu de base. C'est donc 29 € pour l'extension Even Deeper Regrets.
C'est donc pour 1 à 5 joueurs, pour 16 ans et plus à cause de la thématique, encore une fois très Lovecraftienne, des trucs assez dégueulasses, pas très amicaux, qui se sont glissés dans le jeu, vous allez voir, et pour 30 minutes par joueur autour de la table. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Even Deeper Regrets? Eh bien sûr, il y a plein de nouveaux poiscailles, et pas que, hein, vous le savez si vous avez déjà joué à Even Deeper Regrets, c'est un jeu dans un univers Lovecraftien où on part en mer pour pêcher, mais on va pêcher des poissons tout à fait normaux et des trucs beaucoup moins normaux, beaucoup plus Lovecraftiens et donc plus horrifiques. Par exemple, ici, une carcasse de mouton. Par exemple, ici, un shark, donc un requin vortex. Ce genre de choses-là, un poulet des profondeurs. Bref, il y a des trucs plus ou moins dégueux. Et donc, on va pouvoir pêcher des trucs normaux, des trucs dégueux, et ça va impacter notre gameplay, ça va impacter aussi notre façon de scorer en fin de partie. Il y a une gestion des risques, est-ce qu'on va piocher un maximum de dégueulasserie pour partir complètement dans la folie, mais engranger un max de points par exemple. Les effets des cartes sont aussi intéressantes, il y a un aspect push your luck un petit peu aussi qui n'est pas inintéressant, et bref, l'extension va ajouter plein de nouvelles cartes, 117 nouvelles cartes de entre guillemets poissons, pour simplifier, c'est pas que des poissons, mais en gros on va simplifier comme ça, 117 nouvelles cartes de poissons, mais c'est pas tout, on pourra aussi head inland. Autrement dit, on pourra non seulement pêcher en mer comme dans le jeu de base, mais également pêcher dans un loch, comme dans le Loch Ness par exemple, donc c'est une sorte de lac on va dire, donc un plateau qui sera dédié à ce loch, dans lequel on pourra pêcher également avec des types de poissons différents, parmi lesquels certains nous donneront une nouvelle ressource qui s'appelle le clout, qui sera aussi comment dire, une façon de scorer en fin de partie, avec un mécanisme un petit peu différent de ceux que l'on connaissait dans le jeu d'origine et donc dans le mécanisme de mer. L'extension nous apporte aussi des pets, donc des animaux de compagnie. Là par exemple c'est des furets, on aura aussi des chats par exemple, et donc les animaux de compagnie que l'on va pouvoir utiliser pour nous aider entre guillemets, et ils auront chacun un petit pouvoir spécifique et un petit pouvoir asymétrique qui impactera le gameplay. Mais attention ici, just be careful not to lose them overboard, donc attention juste à ce qu'ils ne passent pas par-dessus bord. Est-ce qu'on pourra les perdre en cours de partie? Thématiquement ça ferait sens, qu'ils se fassent bouffer par un requin vortex par exemple. Il y aura des nouvelles cartes de regret également, des cartes allant jusqu'à 4 ou un seul par exemple. Il y aura aussi des polyps, donc des trucs dégueulasses qui vont vous impacter négativement également. Et puis il y aura aussi des poissons qui potentiellement vont venir directement à votre rencontre. Pas, vous n'allez pas aller les pêcher, c'est des trucs qui sortent eux-mêmes de l'eau, qui sautent de l'eau, comme un requin par exemple, ou comme un poisson volant. Et vous allez le prendre sur le coin de la tronche. Donc une nouvelle gestion avec des nouveaux types de poissons qui vont apparaître également. Donc assez intéressant une fois de plus. Des petits ajouts qui révolutionnent pas forcément le jeu, mais qui ajoutent un petit peu de profondeur, de nouveautés, qui sont pas inintéressantes. Alors, le how to play, donc choose a location, toujours, on va choisir un lieu, que soit on va rentrer au port pour augmenter les capacités de son bateau, choper des nouvelles cartes, ce genre de choses là, ou on va partir en mer pour aller choper du poiscaille, ou désormais dans un loch, en rivière, pour pêcher différents types de poissons. Ensuite, on va donc pêcher, il y aura différents niveaux de profondeur sur la mer, où on aura aussi pour le loch un mécanisme un petit peu différent d'exploration des eaux. Ensuite, on va appliquer potentiellement les effets des cartes que l'on va pêcher si on en pêche. On va ensuite pouvoir bouffer certains poissons, d'autres non, pour les stocker. On va pouvoir les utiliser comme monnaie d'échange. On va pouvoir les utiliser pour faire des trophées, en fait, pour engranger des points, particulièrement pour la fin de partie par exemple. Mais aussi en fonction des trucs qu'on pêche, on va choper donc des regrets. Surtout si on pêche des poissons dégueulasses, et pas seulement des poissons. On voit une sorte de poisson humanoïde ici. Il y a plein de trucs vraiment dégueux. Je me rappelle que dans la partie avec Xavier, j'ai pêché un corps humain. Que je pouvais bouffer aussi si je voulais. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Et donc ces trucs-là vont nous filer des regrets qui vont impacter aussi notre façon de scorer. Plus on a de regrets, plus les cartes dégueulasses vont scorer, et moins les cartes normales vont scorer. Mais moins on a de regrets, plus ce sera le contraire, l'opposé. Donc il y a un équilibre aussi à trouver, c'est assez intéressant. Vous voyez ici, eat things, on pourra donc bouffer des trucs, par exemple une tête morte. Donc une carcasse de mouton mort, ce genre de choses là, c'est assez dégueulasse, mais encore une fois un univers particulier, mais très très bien mis en valeur, avec une DA qui vraiment est dans le ton, je trouve. De ce point de vue là, c'est une vraie réussite. Le mode solo, hein, donc l'objet de toutes les comment dirais-je, de tous les débats entre Xavier et notre cher Zeugma. Je crois qu'ils ont ce
cette très légère discussion sous la vidéo de Zeugma justement, mais Xavier n'a pas encore parlé publiquement, on va dire, de ce qu'il en pense, mais lui m'a dit que c'était plutôt très cool. Donc moi je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai pas joué du tout en solo et ça m'attire pas outre mesure, mais le jeu lui-même est plutôt cool ma foi. Voilà, on va passer maintenant aux pledge levels. 25 $, donc j'ai dit pour la version, pas la version de l'extension en fait simplement. Sinon, si vous voulez le jeu de base et l'extension, si vous aviez raté la première campagne, c'est 65 livres pour la totale. Ou sinon 150, c'est pour les retailers, donc pour les boutiques, donc c'est moins intéressant, donc disons 25 livres ou 65 livres en fonction du pledge que vous avez sélectionné. En add-on, vous pouvez aussi prendre le jeu de base en plus, à 40 livres par exemple, la mini-extension Lamentable Tentacles à 4 livres par exemple. Vous pouvez aussi mettre la main sur l'ancien jeu de Judson Cowan qui s'intitule Hideous Abomination, qui est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 15 à 30 minutes à partir de 5 ans et plus, donc un jeu très familial pour le coup, très accessible. Et bonne nouvelle également pour notre pote Xavier, qui n'avait pas backé Shallow Regrets, donc le jeu de Barton Shy Games, donc les mini-jeux, parce que Barton Shy sur Kickstarter, les frais de port rendent le truc vraiment inintéressant, mais du coup, eh bien, Shallow Regrets est disponible durant la campagne de Deep Regrets. Donc à mon avis, ça, Xavier, il va certainement en profiter pour mettre la main dessus aussi. Donc dans l'univers de Deep Regrets, mais avec seulement l'habituelle, comment dirais-je, approche de Barton Shy Games, donc 18 cartes, plus mini-extension de 2, 3, 4, 5, 6 cartes, dans l'univers donc de Deep Regrets, donc assez intéressant pour lui à mon avis. Et puis il y a aussi un petit errata pack, donc pour ceux qui ont backé le jeu d'origine, il y aura un petit errata pack pour aller corriger quelques cartes par-ci par-là, rééquilibrer un petit peu le tout par exemple. Voilà, le shipping ensuite, shipping statistique ça se passe, pour le Canada 12 à 13 livres, l'Union Européenne, alors encore une fois 2 zones différentes, j'arrive pas à trouver les zones en question, bizarre. Bon, c'est pas précisé. Bon, du coup, on va dire que la France et la Belgique, généralement, c'est la zone 1. Donc, ce serait 13 à 14 livres. Et puis, pour nous, au Japon, on serait du coup dans le APAC, j'imagine. Mais encore une fois, je trouve pas les pays en question. Ah, c'est peut-être ici. Ok, EU. Bah non, c'est même pas là non plus. Bah écoutez, j'arrive pas à voir. Mais j'imagine que le Japon, on est dans le APAC. Donc, 20 à 27 livres de frais de port a priori, et là ça aurait mérité un peu plus de précision pour le coup. Voilà, livraison potentielle pour février 2026, donc relativement rapide. C'est tout donc pour Even Deeper Regrets, 8800 backers au moment où je m'enregistre, 19 jours avant la fin de la campagne, encore un très beau succès pour Deep Regrets qui aura décidément conquis les backers de la première heure et qui aura su attirer masse de nouveaux sur cette nouvelle campagne pour l'extension Even Deeper Regrets. C'est tout également pour le menu crowdfunding numéro 182 de cette semaine. J'espère que vous aurez trouvé des projets à votre goût. En tout cas, il y avait un petit peu de tout, un petit peu de trucs pour tout le monde. Vous me direz si vous avez hypothéqué votre baraque pour vous acheter l'édition Ultime Collector de Lord of the Ring The Confrontation. Je doute que beaucoup de gens se soient jetés dessus, parce que c'est quand même un certain prix mine de rien. Mais bon, que ce soit pour ce jeu-là ou pour d'autres, dites-moi si vous avez déjà backé tel ou tel jeu, si vous êtes encore en train de réfléchir, qu'est-ce qui vous intéresse ou pas. Tout ça en commentaire, je prends soin généralement de répondre à tout le monde, même s'il y a 2 semaines, il y a eu une semaine j'ai répondu à personne parce que j'étais juste trop occupé. Voilà, on se retrouve très prochainement sur la scène des Ludivores pour un nouveau menu crowdfunding ou pour une vidéo avec Xavier prochainement également. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, profitez de la vie et à la prochaine.